Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore aujourd'hui, je suis en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et cette semaine, pour notre 20e épisode d'ailleurs, on tient à le souligner, il y a déjà 20 épisodes qu'on fait à chaque semaine de manière constante et on est très content toujours de faire des podcasts pour vous. On va faire un épisode un petit peu différent, on dérive un petit peu là, de nos segments classiques au son de la cloche et dans vos poches sans changer leur nom pour autant. Là. Mais je crois qu'il y a un sujet dans l'actualité qui est assez important qu'on parle encore aujourd'hui. Et on va en profiter pour en faire le sujet de notre premier segment. Mais avant, je vais laisser Gabriel faire le fameux disclaimer là, qui est tout de même clé là, pour chaque épisode. On ne l'oublie pas, évidemment, tout ce qu'on parle, moi et JP, en tout cas dans le podcast L'État financier, il s'agit vraiment de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un professionnel qui est autorisé à en émettre pour analyser votre situation personnelle. Toujours. Et faire, comme tu le disais, JP, aussi vos propres lectures et votre propre opinion à chaque fois de ce qu'on dit aussi. Exactement. Et puis, avant d'entamer, là, on voit présentement que c'est pas l'information qui manque. Là. Notre premier sujet, vous allez voir, est quand même assez médiatisé. Donc, effectivement, lisez, profitez-en toujours pour vous informer par vous-même. Donc, amorçons ça en force avec notre premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, le sujet qu'on va vous faire, et on avait fait une amorce il y a de cela 2 podcasts déjà. On vous avait fait un petit prémisse des élections américaines et on est aujourd'hui le samedi le 7 novembre, qui est une journée assez marquante dans les élections américaines. Donc, on va faire un petit retour sur les derniers jours et sur le résultat qu'on a appris aujourd'hui, qui est un résultat, encore une fois, non officiel pour X raisons qu'on va parler dans les prochaines minutes. Là. Mais c'est notre sujet, donc vous faire un peu un retour sur les élections américaines. Et encore une fois, un peu comme l'épisode qu'on vous a fait, on va essayer de faire un petit lien avec, effectivement, la finance de marché, là, parce que ça a été intéressant de suivre qu'est-ce que les bourses ont fait dans les derniers jours. Je ne sais pas si, Gab, tu veux parler de ce qu'on a appris aujourd'hui et amorcer un petit peu le retour sur les élections américaines. Quelle semaine, mon cher JP. On l'a vécu ensemble à cause des mesures de distanciation physique qui sont encore en vigueur. C'était plus par SMS. Là, mais Exactement, à distance, par les médias sociaux, par Twitter. Par Twitter. Mais waouh, ça a été très, très, très serré entre les deux candidats. Le président sortant, on va le dire ça maintenant comme ça, le truculent Donald J. Trump et Joe Biden qui est officiellement President-elect des États-Unis. Donc président, c'est le terme un peu joli là pour dire le président qui sera bientôt investi. Même si là, c'est là toute la difficulté de cette campagne-là, c'est qu'elle ne fait que commencer en réalité, là, parce que là, ça va être la bataille avec les avocats qui va commencer. Mais quelle surprise, hein, mon Dieu, ça a été... on a vécu plusieurs phases, puis ça, je trouve quand on se parlait là par SMS, ça se voyait vraiment. Il y a une phase d'euphorie au début où on se disait, il va y avoir la vague bleue, parce que c'est vrai que les sondeurs étaient vraiment très optimistes sur la campagne de Biden. Puis je me souviens, vers les 10-11 heures, on a commencé à avoir peur dans la soirée. La 10-11 heures, évidemment, heure de l'Est, là, avec les derniers... mais surtout la Floride, je dois t'avouer, m'a fait beaucoup douter, hein. Oui, effectivement. Et puis, tu sais, c'était ça qui était intéressant. C'était qu'au tout début, les fameux Battleground States étaient vraiment axés sur le fait que le vote dépouillé, qui était le vote de la journée électorale, était fortement républicain. Tu sais, on voyait également tout ce qui se passait au niveau du Michigan, au niveau du Wisconsin, en Pennsylvanie, en Géorgie, en Floride. Donald Trump était en avance et c'était pas une avance considérable, mais tout de même, il y avait quand même quelques points de pourcentage d'avance sur le vote qui était dépouillé de la journée. Et là, par la suite, est entré sur le terrain les fameux mail-in ballots, les fameux votes par correspondance, si on peut dire, ou par la poste, qui, un peu dans la logique, étaient fortement démocrates. Et c'est là où le retour a commencé. Je me souviens très bien, la fameuse soirée, je pense que je me suis couché, il était 1h le matin, le 5 novembre, le mercredi 5 au matin, sans avoir de conclusion sur qui allait être le président, mais en voyant très bien que la tangente était... Les républicains étaient en avance au niveau de la présidentielle pour les votes de la journée, mais que les votes par correspondance se rattrapaient miette par miette. Surtout dans les États clés, par exemple la Pennsylvanie, qui a été officiellement déclarée aujourd'hui même démocrate et qui a donné justement assez de... Joe Biden a pu passer le fameux cap des 270 grands électeurs qui permettent d'être élus. Il avait quasiment... le président Trump avait 250 000 voix d'avance. Qui en quelques jours, avec le dépouillement de ces urnes-là,
il a été capable. Alors c'est pour ça que c'est drôle d'ailleurs, la plupart des médias américains, CNN, NBC, puis je sais que Fox étaient tous très désemparés. Associated Press, qui fait souvent qui est c'est un peu comme Reuters ou l'agence France Presse, là, je sais plus comment on appelle ça là, mais était très désemparés par rapport aux données, parce que c'était très difficile d'appeler, en fait, de projeter un vainqueur à l'heure du résultat. Exactement. Parce que l'échantillon était tellement déconcertant avec les votes par correspondance que c'était très difficile de donner un vainqueur. C'est pour ça que vous avez dû voir, si vous avez écouté la soirée en anglais sur les chaînes américaines, Too Early to Call. Too Close to Call, ouais, c'était le mot-clé, parce que aussi, il faut rappeler, ça c'est la base même, mais c'était tellement serré et tellement... je dirais pas que c'était inattendu, là. Le fait que le vote républicain allait sortir la journée même et que le vote démocrate allait sortir par correspondance, c'est quand même assez logique avec la mentalité des personnes qui votent qui sont républicains et qui sont démocrates. Les républicains n'avaient pas vraiment peur de se présenter dans des files d'attente énormes, parfois pas masqués, pour voter le jour même de l'élection, alors que les personnes plus démocrates, par mesure de protection et de mesures sanitaires de pandémie, votaient à distance. Donc c'était pas nécessairement quelque chose qui était inattendu, mais surtout c'est que les réseaux avaient fait tellement d'erreurs dans leurs projections qu'ils ne pouvaient pas non plus statuer rapidement sur les États, et c'est ce qui a amené à 4 journées de temps, là, jusqu'à aujourd'hui, samedi, là, qu'on a dû attendre avec des délais de comptage de longue haleine. C'était presque... Il y avait des memes, là, pour utiliser le terme, là, mais il y avait tellement le monde riait énormément du fait que c'était long pour le Nevada, entre autres. Ah oui, en Nevada. C'est même pas encore terminé au niveau du comptage. 99%, je crois, en Pennsylvanie puis en Géorgie pendant une journée et demie. C'était assez impressionnant. Le Nevada a été officiellement donné dans le camp démocrate. Exactement. Si je ne me trompe pas, il reste juste la Caroline du Nord qui devrait être républicaine. Et la Géorgie. Mais qui est sur le point. Et la Géorgie. La Géorgie, c'est pas fini. Mais c'est vrai que ce sont des états clés, hein, et puis c'est là où vous voyez vraiment l'hypocrisie un peu. Bon, là je vais faire on en avait parlé, c'est que bon, il y a jamais de système parfait entre guillemets. Non, pour représenter une démocratie, c'est vrai que c'est dur. Hein. C'est, comment dire, ça fait vraiment mal au cœur de dire que le type, c'est Joe Biden, puis là encore une fois, le but est pas de pencher pour un camp ou dans un autre. C'est aux électeurs américains de faire leur choix. C'est comme ça que ça fonctionne la démocratie. Mais tu sais, quand t'as 4 millions de voix d'avance, puis que tu dois batailler dans les fermes de la Pennsylvanie pour pouvoir être élu, c'est là où tu vois que le système américain est quand même vraiment mal foutu, là. Ouais, mais c'était compliqué. Puis on l'a lu ensemble, mais si Trump avait été élu, ça aurait été la 6e fois, 6e fois dans l'histoire, là, mais on va s'entendre, là, il y en a 3 fois que c'était avant les années 1900, là, mais techniquement, dans le monde contemporain, là, ça serait la 3e fois après, ça aurait été la 3e fois après George Bush en 2000, et Donald Trump en 2016, exact. Ça aurait pu être la 3e fois dans les années récentes où un président aurait perdu le vote populaire, mais aurait gagné le vote électoral, le fameux Electoral College. Oui. Et ça veut tout dire, encore une fois, ça montre un petit peu le système qui n'est pas problématique, parce que comme Gab le dit, une démocratie, c'est pas facile à appliquer, parce que si c'est un vote majoritaire qui serait appliqué sans collège électoral, c'est vrai que la représentativité de la Californie, de la Floride, de l'État de New York et du Texas serait assez majeure, considérant qu'en Californie, j'ai pas vu les dernières stats, là, mais c'était quoi? C'était près de 60% ont voté pour Joe Biden. Exactement. Et donc c'est là où c'est vrai que c'est pas une représentativité réelle de tout le monde sur le territoire américain. C'est un peu ça qu'on vit aussi au Canada, de s'assurer que tout le monde est bien représenté, peu importe sa place. Mais c'était un petit peu ça, les élections. C'était rempli de surprises, rempli d'une montagne russe. Et là, justement, c'est ce qu'on voulait parler davantage. C'est What's Next. Aujourd'hui, donc samedi, on apprend que Joe Biden est nommé President-elect, Kamala Harris vice-présidente également. Et que notre ami Darnold, évidemment, déclare être vainqueur. N'a pas rien concédé, effectivement, parce qu'il est un risque quand même assez majeur là, pour toute forme de montée sociale. On va espérer que tout soit calme aux États-Unis, mais c'est un peu de dire... La tangente que le dépouillement du vote a eu, c'est-à-dire le vote de la journée était républicain et le vote par la poste était démocrate, vient un peu défendre ce que Trump a dit depuis des mois et des mois et des mois, étant donné que Trump semblait savoir qu'il allait presque perdre. Là. Il a déjà préparé sa défense depuis 6 mois, là, qu'il parle de ça comme étant une problématique. Et c'est là où c'est ce qui est inquiétant, c'est que la marge était tellement minime et c'est ces votes-là par la poste qui ont fait la différence, que tout le processus juridique va vraiment entraîner beaucoup de complications. Ça va être intéressant de suivre ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains mois. Personnellement, je ne crois pas que ça va changer le résultat électoral, mais je crois que ça va être beaucoup de mots de tête et ça va aussi rendre la transition de la présidence, qui est clé selon moi, là, très compliquée pour Joe Biden qui va devoir préparer son administration, mais sans avoir le leg
réel et le support de l'administration Trump. Oui, puis tu l'as bien mentionné, JP, il y a un risque aussi social qui est très grand. Hein. C'est vrai que les États-Unis, puis je trouve que cette campagne a vraiment marqué la division de ce pays-là, que tu sais que c'est deux mondes complètement déconnectés en fait. Hein. Il y a, là, bon, évidemment, là c'est un peu caricatural, là, mais il y a malheureusement les gens des villes mondialisées, ouverts entre guillemets, sur la mondialisation. Mm-hmm. Puis malheureusement, les perdants en fait de la mondialisation, comment dire, tu sais, par exemple dans le Michigan, des gens qui ont perdu leur emploi, ouais. ou des gens par exemple dans la Rust Belt ou par exemple dans la Sun Belt, qui sont, comment dire, isolés, puis entre guillemets, qui vivent principalement de l'agriculture ou par exemple de l'industrie entre guillemets lourde. Ils sont contents qu'un gars comme Donald Trump rend America Great Again. Hein. C'est très comme ça, et puis ça démontre aussi, c'est vraiment ces deux univers complètement opposés. On l'a vu même le soir même de l'élection avec le menteur Stop the Count. C'était, on en rigolait un peu là, mais Stop the Count dans la ville de Détroit, qui est une ville qui est vraiment marquée, puis moi que je trouve passionnante là comme histoire. On voit vraiment cette opposition, souvent avec les minorités ethniques, par exemple, ou par exemple le vote ethnique, par exemple les Afro-Américains ou les Latinos ont tendance à être plus, comment dire, démocrates, et on va dire là c'est pas pour être péjoratif, les petits blancs, on va les appeler comme ça, vont être plus effectivement tendre du côté républicain. Donc c'est ouais. Même au sein des villes. Sur les cartes électorales, c'est ça qui est assez impressionnant, puis tu allais dire au sein des villes, mais ce qui est fou, c'est le monde rural par rapport au monde urbain. Mm-hmm. Quand on regarde le vote et qu'on regarde les différents districts d'un même État, c'est vraiment impressionnant de voir la couverture rurale qui est rouge républicaine, et que les villes et les suburbs là, et les environs des villes vont être bleus démocrates. Donc c'est assez impressionnant de voir justement ce clash-là entre les différents comtés, en fait. Exactement, et entre les différents besoins. Et c'est pas des personnes qui ont les mêmes besoins et la même représentativité. La présidence d'un pays comme les États-Unis est tellement compliquée quand tu sais que les décisions doivent être prises autant pour les personnes justement des villes par rapport aux personnes de la campagne. Ça rend ce mandat-là assez compliqué. Et en plus, on parle beaucoup de la présidence, mais c'est un petit peu le lien que je vais faire dans les prochaines minutes sur les marchés, mais c'est aussi important de rappeler tout ce qui se passait au niveau du Sénat, qui est resté, encore une fois, à moins d'avis contraire pour l'instant, mais qui semble vouloir rester républicain, et la Chambre des représentants, qui semble rester démocrate, ce qui fait en sorte que ça ne sera pas une administration bleu-démocrate complète qui va pouvoir prendre des décisions unilatérales. Techniquement, il n'y aura pas une grosse distinction. Ça va être un président démocratique, ce qui est bien pour la vie globale des États-Unis dans le monde. Oui. Et c'est probablement plus stable comme ça au niveau des États-Unis, mais ça reste qu'avec le Sénat et la Chambre qui sont un peu échangés, qu'est-ce que ça va réellement amener? Ça va pas amener de capacité de mettre en place un programme complètement différent de ce qui était déjà en place. Ça va être assez compliqué. On risque d'avoir la même chose que d'habitude. Le Biden va arriver et va avoir les fameuses décisions du président, là, un peu comme Trump avait fait au début, qui avait à peu près 25... Executive order. Exactement. Là, vous avez tous vu les gifs et les mimes là, sur Internet. On notera aussi évidemment que c'est un moment historique aussi du côté de la vice-présidence aussi américaine. Absolument. On en a parlé en off avec JP. Mais Kamala Harris devient la première femme de couleur. Absolument. Ça, je dirais, c'est aussi c'est un détail rendu là, qui va exécuter le rôle de vice-présidente des États-Unis, qui est quand même, et de présidente du Sénat aussi, parce que n'oubliez pas, le vice-président a ce double chapeau. Alors, waouh, ça va faire quelque chose. Et représentante aussi de la Californie, qui, pour nous au Québec et à Montréal, reste un État qui est fort similaire avec nos idéaux québécois. Là, c'est, pour ne pas dire même, le gouverneur actuel, M. Newsom, est d'ailleurs en relation assez fréquente avec notre premier ministre du Québec, là, étant donné que les intérêts sont quand même communs au niveau de l'écologie, etc., qui sont des valeurs intéressantes que les États-Unis vont pouvoir amener. Parenthèse comme ça, je crois, c'était vendredi ou jeudi que les États-Unis sortaient de l'accord de Paris, et Biden, en étant président élu, voulait revenir, donc ça va avoir pris... Exact, puis comment dire, c'est sûr que il y a plusieurs questions à se poser. Alors, niveau marché, c'est vrai que JP, tu l'as bien mentionné, on a eu, étonnamment, là, moi j'ai été personnellement surpris là, de la réaction quand même assez positive des marchés. Je ne sais pas si on anticipait déjà, parce que moi-même j'étais très anxieux, hein, on s'en souvient, dans nos premiers SMS, on commençait à être oui, dans la soirée électorale. On a été quand même...
aussi, comment dire, ça c'est encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, là, c'est nos opinions personnelles. On était vraiment anxieux, là, vers les 10-11 heures, on s'est dit, bon, bah, il se peut que ce soit notre ami, puis là on va l'appeler l'ami, notre ami Donald Trump va être réélu. C'est ça qui est fou. Et pourtant, comment dire, les jours qui suivent l'élection, la séance de mercredi, de jeudi et de vendredi ont été les 3 dans le vert, en tout cas sur les indices américains. Absolument, puis c'était plusieurs personnes qui l'ont soulevé dans le domaine, et puis c'est quelque chose que j'ai moi-même, je crois un peu que c'était ça la logique, c'est le résultat de la présidence avec Biden amenait une certaine forme de calme par rapport à si c'était Trump qui aurait amené encore un peu de l'incertitude pendant 4 ans, mais encore une fois, selon moi, ce qui a pesé sur les marchés, c'est la Chambre et le Sénat qui sont inchangés. Le fait que la Chambre et le Sénat n'ont pas viré d'un côté comme de l'autre fait en sorte que ça va être une présidence qui va être un peu modéré, entre guillemets, avec un président qui est modéré également en Biden. Donc, c'est là où je crois que c'est un peu ce calme-là qui fait du bien, qui réconforte les marchés dans une période où, on le rappelle, aux États-Unis, depuis les derniers jours, et avec raison, on parle uniquement d'élections. On parle pas de la pandémie, on parle pas de la crise économique, bon, qu'on n'est plus techniquement parce qu'il y a eu une croissance épouvantable du PIB, mais que c'est artificiel parce qu'on sait très bien que ça va baisser dans les prochains mois. Mais on a un contexte économique compliqué, on a une pandémie, et si au moins la présidence américaine met un peu d'eau dans le vin, ben présentement les marchés, selon moi, en sont réconfortés. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on ne risque pas d'avoir de grands mouvements ou de grandes volatilités. Mais si on a un peu de calme, c'est quelque chose de bien en général. Le reste, on verra pour la pandémie, etc. Mais au moins, je crois que ça a rassuré tout le monde, surtout le statu quo à part la présidence. Sénat et Chambre, ça va un peu aider là, à ce que ça ne bouge pas trop. Oui, puis la deuxième question qu'il faut se poser aussi, c'est le bilan, hein, parce que là, maintenant, bon, c'est sûr que là, c'est pas encore joué, parce que c'est encore une fois, c'est pas des résultats officiels qui ont été publiés par je sais pas que c'est quoi l'institut aux États-Unis là qui s'occupe des résultats électoraux là. C'est une bonne question. C'est pas encore des résultats officiels par État là, mais moi, c'est déjà l'heure où il faut déjà tourner un bilan hein, sur ces 4 années de présidence Trump. Faut avouer que, comment dire, ça a été... Et là, je pense qu'on est en train de vivre, on se le disait quand CNN a annoncé, on est en train de vivre quelque chose qui sera indiqué, je pense, dans les livres de l'histoire, dans la grande histoire, là. Je veux pas faire mon Stéphane Bern, là, mais dans les grands livres de l'histoire. Là. Donc, Donald Trump, alors 4 années, moi, ce qui m'aura marqué, c'est sûr, le plus, c'est le rapprochement avec la Corée du Nord. Là, on se souvient, là, quand il y avait eu les grosses tensions là, avec Rocketman, puis que quelques semaines après, cette espèce de sommeil historique. Moi, je m'en souviendrai de ça, personnellement. Je me souviendrai aussi de la fameuse polémique avec le Clorox, là, donc l'eau de Javel, qui permettrait apparemment de se sauver contre le coronavirus. Là. Effectivement, mais tu sais, c'est un peu cet aspect-là. Ça a été 4 années qui vont, comme tu as dit, rester dans les livres d'histoire parce que est-ce qu'on peut dire que c'était mauvais ou c'était bon pour les États-Unis? C'est dur à dire, mais c'est certain que ça va avoir permis aux États-Unis de voir quel était un président qui ne fait pas partie de l'establishment politique. Et est-ce que c'est mieux d'avoir un président qui ne respecte pas les normes d'étiquette autant au sein du pays qu'au sein des relations internationales? On va s'en entendre là, en tant que Canadien et au Canada. Je crois que notre premier ministre Trudeau est bien heureux de retrouver quelqu'un de démocrate là, au niveau de la présidence américaine. Il a été très en difficulté, et puis je sais que même par exemple le président Macron, puis même par exemple dans plusieurs organismes internationaux, là, je pense par exemple à l'OTAN ou par exemple aux Nations Unies, la présidence Trump a été très, vous m'excuserez de l'anglicisme, disruptive. Là. Ouais. C'est très disruptive et très particulière. Parce que Donald Trump, c'est un showman, c'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. Lui, il signe des contrats, il sait négocier. Justement, c'est drôle, ça va faire une passe-passe d'ailleurs sur notre deuxième sujet. Comme quoi. Mais c'est un homme d'affaires avec beaucoup de charisme. Et c'est vrai que lui, il fait des affaires, il fait de la politique comme il fait des affaires. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas dans les normes, en fait, de la diplomatie. Je me souviens particulièrement, par exemple, on en a parlé, là, tu te souviens quand il y a eu le G7, si je me souviens bien, parce que maintenant c'est le G7, qui était au Canada, justement. Absolument. Ça a été épouvantable. Notre Premier ministre, Justin Trudeau, était un peu en position de faiblesse face à ce grand gaillard de Donald Trump. Oui, non, Trudeau avait eu beaucoup de problèmes là-dedans. Et puis, tu sais, c'est un peu ça la logique de ce changement-là. On verra quel est l'avenir. On se posait la question même, quelle est la suite? Biden va être là pour 4 ans.
Est-ce que Biden va se représenter? Vu son âge, Kamala Harris est une candidate qui est quand même assez intéressante et qui peut faire une belle différence aussi. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir aller vers la présidence? On sait que les démocrates ont certains candidats, mais qui sont quand même loin là, de pouvoir se présenter pour la présidence. On s'entend cette année, c'est encore entre Elizabeth Warren, Bernie Sanders et puis Joe Biden. Là. Donc, puis, c'est... La tête montante aussi, aussi parce que le Parti démocrate aussi a de nouvelles têtes montantes, mais surtout du côté... ce qu'on appellerait la gauche, hein, mais par exemple, un bon exemple, c'est la fameuse AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, effectivement, qui est députée de New York. Puis qui était barmaid, justement, il y a même pas 3 ans, puis qui est passée c'est très drôle, j'aime bien l'expression, là, qui est passée de New York, du Bronx à Washington en même pas quelques mois. Et c'est là où tu te dis qu'effectivement... Le Parti démocrate a quand même de l'avenir. La question est de savoir qu'est-ce qui va se passer aussi pour les républicains. Absolument. C'était un peu la question qu'on se posait. Puis on a trouvé cette anecdote assez drôle aussi avec JP. Il y a déjà eu un président américain qui a été élu après avoir été battu aux élections. Exactement, parce que 2 mandats n'impliquent pas d'être consécutifs. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite, mais un candidat défait après son premier mandat pourrait décider de se représenter. Je pense que c'était Grover Cleveland. Absolument. Si je me souviens bien. Donc le type, je sais plus là les chiffres, là ce sera pas les bons, mais je pense qu'il a été 25e et 27e président des États-Unis. Là, exactement. Je trouve ça assez drôle. Là, donc ça montre un peu que c'est une présidence qui va ramener un peu de calme, qui va ramener du stable. Les marchés en ont été réceptifs de manière adéquate, mais on peut déjà se projeter dans où est-ce qu'on va en être dans 4 ans. Et quelle va être la suite là, à la fois pour le Parti démocrate et le Parti républicain, étant donné que c'était une élection avec des candidats très âgés, donc ça prend un peu là, la montée de plus de jeunes candidats à un certain point là, qui vont ramener un peu à la Barack Obama, qui est arrivé tout de même assez jeune pour être président et qui a fait 8 ans et qui a encore une belle carrière devant lui. Là, donc c'est ce qui est intéressant, ça amène plus de certitude. Après, n'oubliez pas qu'il faut avoir un certain âge aussi pour être élu président. Je pense qu'il faut avoir au minimum 45 ans. Effectivement, puis pour avoir fait, normalement, si on se fie à la logique de l'establishment là, et non pas de la méthode Donald Trump, là, mais on fait en général les différents paliers de gouvernement avant d'arriver à la présidence, sauf maintenant, c'est peut-être ça que Trump va avoir amené, le fait que le désir de représenter les citoyens peut maintenant être fait par à peu près n'importe qui et non seulement quelqu'un qui est dans l'establishment. Encore une fois, c'est peut-être la bonne chose qui va avoir découlé de Trump et peut-être l'unique chose également qui va avoir découlé de M. Trump. Donc, c'était un peu, comme on l'a dit aujourd'hui, là, au son de la cloche en mode très électoral, politique, là, mais c'était très important. Un suivi d'actualité, hein, mais c'est croustillant, puis en même temps, ça a un impact sur la finance de manière générale. On l'oublie, mais la finance, c'est ce qu'on disait, c'est un mix entre énormément de sujets, la science, la politique, l'histoire, etc. Et c'est vrai que ça fait le lien, je trouve. C'est un sujet qui fait quand même pas mal le lien aussi, un lien économique avec l'actualité, financière, ouais, etc. Non, mais c'est important de toujours regarder ça, et surtout pour le commerce international, ça va être la clé de voir qu'est-ce qui se passe. Et c'était, selon moi, un des gros X dans l'année électorale, ou dans l'année, en fait, financière que les élections. Maintenant que ça s'est passé, on peut maintenant se tourner vers les autres gros problèmes qu'on a, et il n'y en manque pas présentement dans l'actualité. Oui, ça c'est sûr. Là. Donc, poursuivons maintenant avec notre deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, cette semaine, le sujet pour le segment dans vos poches qui un peu comme d'habitude, est présenté par Gab, étant donné qu'il est davantage dans le domaine que moi au niveau de la finance personnelle. Je vais t'essayer de l'introduire un peu, le sujet. Sachant que c'est pas vraiment un sujet de finance personnelle, parce que c'est plus un... Plus que de finance de marché. Oui, mais c'est assez conceptuel. Moi, je voulais vous parler, et puis ça c'est drôle parce que j'ai une petite anecdote justement à pouvoir vous raconter, de, comment dire, la négociation. Peut-on tout négocier? C'était le titre que j'avais donné à la section. Je vais vous raconter la fameuse anecdote pour commencer. Là, j'étais en train de vendre sur Facebook Marketplace, là, ou en tout cas, qui est un peu l'équivalent là, de Le Bon Coin ici au Québec, ma machine à café, puis la personne, entre guillemets, je propose un prix, par exemple, je sais pas, c'était pas non plus incroyable, je pense que c'était $120, puis la madame me demande 60. C'est parce que ça, c'est une mauvaise négociation. Donc là, moi, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, et puis JP, toi-même, étant donné que tu achètes des fois des trucs là par internet ou des trucs comme ça, même
par le passé, eBay, là, puis comment dire, maintenant, tout peut se négocier de nos jours. Ouais, moi j'ai un peu l'autre côté, tu me connais, là, moi je vais pas être la personne qui va souvent négocier. En général, je valorise quelque chose à un prix, je trouve quelque chose qui est valorisé au même prix, puis je vais pas essayer d'avoir moins cher que la valorisation que je donne au produit. C'est ma mentalité, comme je dis, Gab, t'es très différent de moi là-dessus. C'est ce qui est intéressant là, sur le sujet, le fait qu'on n'a pas la même vision. Là. Mais moi, un peu comment je vois la logique de la négociation, ma vision à moi, c'est je valorise quelque chose. Si la personne veut me l'offrir à un prix qui est plus cher que ce que moi je serais prêt à payer pour, là je vais être prêt à négocier. Mais sinon, moi, je juge que ça vaut pas la peine de tout négocier. Je suis pas quelqu'un qui va nécessairement toujours appuyer pour avoir moins, même si, effectivement, ça rapporte plus. Et puis, si on met les économies ensemble qu'on peut faire dans une année en négociant, ça peut nous permettre d'aller au restaurant 15 fois de plus. Moi, dans ma tête, je suis très axé sur si je valorise ça. Si Gab, tu me dis, OK, ta machine à café est à 100$, je la valorise à 100$, parfait, on s'entend là-dessus. Je vais pas dire, mais je la valorise à 100$, mais pourquoi pas 90$? Non, si je valorise ça, cette valeur-là, je me casserai pas la tête davantage. Donc, moi, je suis pas très... T'es pas très négocier, pas trop. Même logique dans le domaine immobilier ou hypothécaire. Si un jour je vais négocier pour une propriété ou pour un condo, mais dans ma tête, si je trouve qu'on a un terrain d'entente, je vais pas essayer d'aller plus bas juste pour X raison. Si je trouve que c'est évalué, parfait, pas de problème. Oui, et puis c'est vrai que la négociation, souvent on l'associe à des trucs un peu, c'est ça, soit aux enchères ou ce genre de trucs, ou les trucs en ligne, ou par exemple quand vous achetez une maison, ce genre de choses, ou des trucs assez... Ou pour une voiture, c'est assez typique, quand vous allez chez le concessionnaire, je vais aller négocier. Bon, alors déjà, c'est que la négociation, faut le savoir, ça fait déjà partie de la stratégie de beaucoup de vendeurs. Là. Quand vous vendez des choses par Internet, sachez que les gens sont préparés à ce que vous négociez. Moi, je vous parle d'un exemple, c'est que nous, les gens négocient dans mon bureau souvent les taux. Ils disent « Ah oui, j'ai vu tel taux dans telle banque, etc. » Faut savoir qu'on est toujours préparé, entre guillemets, à la négociation. Donc, sachez que votre interlocuteur, quand par exemple vous êtes en banque ou par exemple vous êtes avec des professionnels de la négociation, on se donne une marge de manœuvre déjà de négociation. Donc, déjà, sachez-le, en gros, c'est pas toujours magique. C'est sûr que je vous dirais quand même, la négociation, elle peut s'appliquer, mais il faut qu'elle soit effectivement raisonnable. Donc, moi, je vous dirais, une bonne stratégie pour négocier, c'est pas d'être ridicule. Donc, l'exemple de ma madame de machine à café, du coup, je me suis un peu moqué d'elle. Elle m'en excusera, mais elle me reconnaîtra pas non plus. Moi, je vous dirais, la première étape, c'est quand même d'avoir une marge, entre guillemets, raisonnable. Si moi, je vous propose 120 et vous me répondez 60, c'est comme si je dévaluais de 50% le produit. Là, ça marche pas. Là. C'est comme si... je vous proposais, par exemple, je vous vends une voiture, par exemple, ma voiture, par exemple, je la vends, par exemple, à 9000, puis vous me proposez 4500, c'est un peu absurde, là. Ça veut dire que ça a perdu 50% en marge de négociation. Donc, je pense pas que ce soit une bonne technique. La deuxième chose, puis ça, JP, tu pourras peut-être approfondir, c'est sûr que de façon générale aussi, faut y mettre du sien, il faut que tout le monde donne du sien, là. Il faut... quand on fait une transaction, que ce soit une vente, là, puis je trouve que l'exemple, parce que je sais que tu commences tes recherches pour acheter une maison, je pense que tu seras prêt à accepter si soit ça te fait ton affaire. Là, exactement. C'est un peu, comme tu as dit, il faut que les deux mettent leur part de flexibilité là-dedans. C'est certain que, encore une fois, ça dépend aussi beaucoup de combien de personnes sont intéressées. Est-ce que la position acheteur-vendeur, dans un contexte où le vendeur a déjà 15 personnes qui attendent pour acheter, je crois qu'il y a comme une compréhension du contexte qui est pertinente pour les deux parties. On va dire qu'il faut que l'information soit disponible par tout le monde pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Moi, je crois que la négociation, c'est un peu comme ça. Il faut que le vendeur et l'acheteur soient conscients de quel est le contexte lié à la transaction qui est sur le point d'être fait. Si le vendeur sait très bien qu'il y a 15 personnes qui attendent, pendant que l'acheteur, lui, n'en a aucune idée, effectivement, l'acheteur peut décider de tirer un petit peu plus de son côté sans trop le savoir et il va perdre le dire. Donc, je crois qu'à la fois, il faut être flexible, mais aussi, il faut être en connaissance de l'information, connaître le contexte, connaître ce qui se passe. Comme je dis, Gab, toi, tu es vraiment un fan des sites là, de vente entre particuliers. Là. Je crois que c'est assez évident là-dedans. Les informations sont disponibles. Tu peux voir le nombre de personnes qui ont vu. Tu peux voir des informations qui te permettent, en tant qu'acheteur-vendeur, d'être sur le même point de base. En fait, moi, j'aime ça pour vendre mes produits, mais pas pour acheter. Parce que, bon... Puis, il faut avouer, c'est vrai que ce genre de site de revente, etc., amène beaucoup de gens très agressifs en termes de négociation, puis qui comprennent pas quand même la loi de la négociation, que bon, tu sais, à un moment donné, moi je te donne un prix, il faut que ça fasse du sens. Puis la personne, j'avais dit, si je te l'offre à 100, par exemple,
bah là, que tu le prends rapidement, puis que tu me donnes l'argent rapidement en cash, bah, j'ai pas de problème, on pourra s'entendre. Donc c'est ça, je pense qu'aussi, il faut parfois être ferme aussi dans la discussion aussi, pour pas... C'est vous aussi, c'est la loi du marché aussi, il faut que vous, ça fasse votre affaire, puis ça fasse l'acheteur. Vous vous souvenez, bon là, je vais faire cours d'écho 101, mais l'offre et la demande, c'est ça. Les courbes, là, il faut que ça se croise. Et c'est exactement le but, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très bons en négociation. Puis là, je sais que j'avais un bon client, puis qui est auditeur aussi, donc il se reconnaîtra probablement là dans cet épisode. Je sais que lui, il me parlait, puis au début, ça négociait fort ensemble. Puis il m'a appris pas mal à négocier justement des trucs vraiment de base. Par exemple, il négocie, lui, je te donne un exemple, il négocie chez Best Buy, genre. C'est comme si toi, t'allais pour acheter une PlayStation, puis tu me dis, bah non, peux-tu me faire un discount là-dessus, ouais. Et il y arrive, et je te jure, il dit, bon, bah écoute, non, donc si tu te fais refuser, il me dit, bon, bah écoute, non, ça fera pas mon affaire. Sur ce, bonne journée. Exactement. Puis tu sais, c'est un peu le but du segment, là, c'est de vous faire réaliser. Je crois qu'il y a à la fois la technique qui est importante, le fait d'être ouvert, d'être flexible, etc., de s'entendre sur le fait qu'il faut donner au vendeur pour recevoir, là, techniquement. Et donc, ça, c'est un point, mais je crois qu'il y a aussi un gros côté de personnalité. Il y a des personnes qui vont être vraiment la volonté de prendre... de négocier va être d'emblée sur tout, alors qu'il y en a qui vont être plus axés sur le fait que moi je veux un bien, je vais l'acheter, je vais l'avoir rapidement, sans négocier, je vais l'avoir plus vite que si je commence à négocier. Et aussi, l'autre aspect, c'est la partie risque. Si on négocie, on ouvre la porte à ce que le deal ne se fasse pas. Oh oui. Et donc, est-ce qu'on est prêt à vivre avec le fait, c'est la valorisation et le besoin. Si ce produit-là, je peux en trouver 15 à côté, mais ça me dérange pas rendu là de négocier. Si je peux pas en trouver d'autres, je vais probablement pas prendre le risque qui vient avec la négociation. Je vais me faire te mettre dehors du Best Buy. Mais c'est un peu ça. Donc, c'est ce côté-là qui est quand même important. Et puis, je crois qu'il faut faire ça toujours négocier dans la politesse et le respect de l'autre, parce qu'encore une fois, c'est un peu de même. Tous les individus n'ont pas les mêmes intérêts et les mêmes valorisations, les mêmes besoins. Donc, assurez-vous de négocier au moins dans le respect, même selon moi. Puis au bon moment aussi. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'aussi, c'est un point clé, le moment où vous négociez. C'est sûr que si, par exemple, je donne un exemple, vous vendez un article, c'est ça, sur les sites de vente, comme ça, entre particuliers, puis c'est au moment où vous remettez l'argent, ah bah j'ai pas tout l'argent, non, là, c'est pas le bon moment. C'était pendant qu'on s'envoyait des messages, qu'on se faisait des contre-offres, me dire, écoute, j'ai ma marge de négociation, etc. Donc, tu sais, l'idée aujourd'hui, en fait, est vraiment de vous dire que, bon, la négociation, ça existe, mais il y a plein de stratégies qui existent, puis il faut que vous soyez à l'aise, entre guillemets. Il y a des gens qui seront très à l'aise à le faire. L'exemple de la personne que j'ai mentionné, mais que je ne mentionnerai pas son nom, bien évidemment. Et comment dire, il y a des gens qui seront moins à l'aise. Tu vois, des gens comme toi, JP, ils sentent manquer de respect, loin de là, qui préféreront dire, bon, écoute, ça fait pas mon affaire, le prix est trop élevé, bon, j'en veux pas. Là, ça va, c'est bon, là, c'est dans mon budget, parfait. Donc, c'est juste que vous pouvez, entre guillemets, ça coûte rien des fois de demander, en fait. Exactement. Encore une fois, c'est ça. Comme Gab le dit, ça dépend beaucoup de chaque personne. C'est un peu chaque segment qu'on fait là, lorsqu'on se pose une question. Là, faut-il tout négocier? Mais ça dépend beaucoup de la personne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise tactique. Et encore une fois, c'est de dire est-ce que vous préférez essayer d'obtenir quelque chose à une meilleure valeur que ce que vous la ciblez, ou est-ce que vous êtes à l'aise avec le prix et puis vous ne voulez pas vous casser la tête. C'est vraiment une valorisation en dollars, mais une valorisation aussi de votre temps. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se questionner. Donc, sur ça va être la fin de ce 20e épisode là, du podcast. Un peu spécial, oui. Un peu spécial, effectivement, mais comme je dis, qui était très important pour clore un peu le segment là, des élections et de faire un petit sujet un petit peu décontracté là, avec la négociation. En deuxième partie, je vais laisser Gab faire le mot de la fin. Encore une fois, là, on est assez content de le faire de manière constante depuis 20 semaines consécutives et on aime vraiment beaucoup votre rétroaction et la constante de vos écoutes. On s'en vient avec des nouveaux invités aussi, ou des invités qui sont déjà passés aussi dans les prochains épisodes. C'est sûr que la pandémie aide pas vraiment là, à ce qu'on ait des invités, comment dire, en présentiel. Là. Mais c'est sûr qu'on vous prépare peut-être d'autres épisodes où il y aura peut-être des épisodes avec de la visio, en fait pas de la visio, mais
en tout cas un Discord en background. Là. Ouais. Et donc n'hésitez pas évidemment, si jamais vous avez des questions, à nous les envoyer. Je pense que la façon la plus simple, JP, tu seras, je pense, d'accord avec moi, c'est par YouTube, là, de mettre un petit commentaire. Absolument. Partager, donc de partager à vos amis, famille. C'est toujours apprécié. Là, je sais que j'ai des gens même que je connais personnellement qui qu'on dit, et puis là je te cite quelqu'un qui me l'a dit, il m'a dit que je connais une amie qui a acheté un 0%, une auto en leasing à 0%, et je lui ai partagé ton épisode, et c'est exactement ce genre de... ça c'est vraiment de la référence entre guillemets de qualité, et puis ça c'est tout de suite c'est ce qu'on veut en fait, que vous partagiez notre contenu si vous l'avez apprécié, et ça vous coûte rien, pour nous ça nous permet de partager notre contenu à le plus de personnes. YouTube, évidemment, Spotify, Apple Podcast, Overcast, toutes les plateformes que c'est disponible. Puis n'hésitez pas donc du coup à vous abonner et à mettre aussi un like aussi sur YouTube. Ça nous permet d'être mieux référencés par l'algorithme. Voilà. Effectivement. Donc, merci beaucoup. Donc, bonne semaine à tout le monde. Salut, bonne semaine.